D'accord. Alors bonjour, je m'appelle Philippe Mazza, je suis originaire d'une toute petite ville dans la Drôme qui s'appelle Bourg-de-Péage, à côté de Romans-sur-Isère, de manière plus majeure, la ville de Valence est à 17 km de mon point de vie. Euh, je suis thérapeute en biorésonance et en thérapie quantique, voilà, en gros. Alors, avant d'être thérapeute, j'ai fait un métier totalement inattendu peut-être dans le propos. J'ai été musicien professionnel un certain nombre d'années, guitariste professionnel dans diverses formations. Un parcours qui m'a amené aussi à vivre dans la ville de Boston, aux États-Unis, puisque j'y ai fait une école de musique qui s'appelle la Berklee College of Music, une école de jazz prestigieuse. J'ai participé à énormément d'événements dans mon métier. J'ai travaillé dans le milieu de la production. J'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes, même majeurs, dans la production discographique et scénique. Et j'ai également beaucoup participé à l'enseignement de la guitare, puisque j'ai même fondé une école de musiques actuelles qui existe toujours d'ailleurs, hein, pour laquelle je suis bénévole encore. Alors le parcours, il est très atypique, mais je pense que ce caractère atypique du parcours, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui sont soignants, thérapeutes, hormis peut-être ceux qui ont entamé dès le début une volonté, en tout cas qui sont partis d'une volonté de soigner l'autre. Par exemple, les gens qui ont fait des écoles de médecine, des écoles de kiné, d'infirmière ou d'ostéopathe. Mais sous la dénomination thérapeute, on voit souvent quand même, dans les gens que j'ai pu rencontrer, des virages de parcours, des virages quelquefois même à 180 degrés, sur une vie qui était réglée comme du papier à musique, si je peux dire, et pour laquelle, à un moment, il y a eu un événement qui a fait que les gens sont partis directement vers le parcours du thérapeute. C'est souvent la maladie, hein, d'ailleurs, hein, qui est le facteur déclencheur, ce retournement, ce virage dans l'autre sens. C'est ce que j'ai pu observer en tout cas, quoi. Et ce qui est mon histoire aussi. Je fais un petit peu de musique à côté. Il y a encore de l'édition discographique. D'ailleurs, bon, on voit un petit peu derrière, là-haut, par là-haut, il y a une partie de ma collection de guitares. Ce sera l'occasion un jour peut-être de se rencontrer sous une autre géométrie. Non, je fais toujours un peu de musique, quelques concerts. Je produis actuellement un groupe de trip-hop pour lequel je fais toutes les parties de guitare et que j'ai repris, voilà, qui va sortir son album. Non, 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 la musique fait toujours partie de mon environnement, qui n'est plus professionnel, mais qui reste quand même oui, un immense plaisir. Au tout début, au tout départ, à un moment de ma jeunesse, vers l'âge de 13-14 ans, non, peut-être même avant, hein, je dis une bêtise, vers peut-être 9-10 ans, j'ai eu à un moment une aspiration, comment dirais-je, très inattendue pour un enfant. Je voulais devenir prêtre. Et mes parents ont qualifié ça au départ d'une lubie. Bon, en plus, j'ai été baptisé par l'Église catholique, mais j'ai jamais fait de catéchisme ni passé de communion, tout ça. Et j'ai eu un moment, un besoin de devenir prêtre. Et ce besoin, au bout d'un moment, est devenu répétitif. Et mes parents ont commencé quand même à se poser des questions. Ma foi, pourquoi pas? Et puis, c'est un peu comme le tennis ou le football. L'idée m'a passé. Et elle est revenue un petit peu plus tard. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai eu cette aspiration vers Dieu, qui n'est pas restée, parce qu'après, bien sûr, on rentre dans les préoccupations d'un ado, c'est-à-dire, entre autres, les copains, les filles, et ce n'est pas forcément très compatible avec la profession. Donc, cette idée a disparu, et par la suite, j'ai eu le désir de vouloir devenir médecin, de faire médecine. De faire la médecine. Mais à l'époque, médecine il y avait une sélection alors qui n'était pas une sélection légale, hein, bien sûr, mais une sélection dès le lycée où manifestement on était habilité vraiment les gens dans une vision raisonnable, les gens qui avaient fait un bac
C ou D à l'époque, ce qui correspond donc à maths, enfin S ou biologie, aujourd'hui je ne sais pas quel est l'équivalent. Et alors que moi j'étais dans un bac littéraire, donc il y a eu une espèce de renoncement qui venait d'un principe sélectif qui finalement on se rend compte aujourd'hui ne voulait pas tant dire que ça. J'aurais pu devenir médecin, c'est probablement un regret que j'ai eu pendant longtemps mais que je n'ai plus aujourd'hui. Ensuite, ben, je suis parti dans cette carrière de musicien sur laquelle j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai bien gagné ma vie. Mais au fur et à mesure que je m'avançais dans la réalité de ce métier, j'en voyais aussi des aspects qui me plaisaient beaucoup moins. C'est-à-dire le peu de respect de la parole donnée, des relations qui n'étaient pas très authentiques. J'ai rencontré des gens formidables hein, aussi dans ce métier-là, mais c'est un décor qui, au fur et à mesure dans le temps, a beaucoup changé et de toute façon finissait par ne plus du tout me plaire. Donc, j'ai eu ma réalité aussi d'homme, hein, c'est-à-dire que je suis devenu père et j'ai décidé à un moment de décrocher de ce métier. En même temps, je dirais pratiquement que la maladie est venue frapper à ma porte. J'ai eu une maladie de Lyme très sévère qui a dégénéré en Lyme chronique, ce qu'on appelle aussi maladie de Lyme froide, avec des tableaux un peu fibromyalgiques, enfin voilà. Et mes mains me faisaient mal. Tout ça, c'est un peu synchronisé au même moment. Il y avait d'un côté un décor qui ne me plaisait plus, de l'autre côté, la maladie qui est arrivée. Et finalement, à l'âge, j'avais une trentaine d'années à peu près à l'époque, je me suis dit, bah, non seulement tu n'as plus rien à faire dans ce métier, j'avais conscience aussi de la maladie qui était en train de me dire quelque chose. Et j'ai dit, bah, ma foi, peut-être qu'il est le moment d'aller vers vraiment ce que ton cœur te dit. Tu vois. Et mon cœur me disait que depuis toujours, j'étais un soignant. Fondamentalement, je me souviens même, j'avais validé mes études d'ostéopathe, on va en parler après. J'ai fait une école d'ostéopathie par la suite. Et en même temps, je posais ma guitare dans les tournées, je remettais les lombaires aux rodises, ce genre de choses. J'étais finalement beaucoup plus intéressé par les aspects humains finalement de tout le staff qui était autour de moi, plutôt que, que le métier de musicien qui devenait pesant quoi, au bout d'un moment. Donc, je me suis remis tardivement un petit peu aux études et j'ai rencontré des gens aussi formidables tout au long de ce parcours, des gens qui ont pris en charge ma maladie, dont des ostéopathes, principalement aussi Chantal Stringer, qui travaille avec moi aujourd'hui d'ailleurs, Chantal, et qui ont amené chez moi cet aspect humain que je ne trouvais plus dans mon métier de musicien, que je ne trouvais plus du tout. Et puis, je me suis dit, ma foi, pourquoi je ne ferais pas ce métier? J'avais une trentaine d'années, je n'étais pas trop vieux, j'étais trop vieux pour faire médecine, manifestement, pour me relancer là-dedans. Et de fil en aiguille, je suis devenu ostéopathe, la méthode que j'ai choisie s'appelle la méthode Maurice Poyer, c'est une méthode énergétique. Et là, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire que je suis rentré là-dedans, mais je suis rentré aussi là-dedans comme un individu un peu non conventionnel. Ça, c'est toute l'histoire de ma vie, hein, la non-conventionnalité. J'ai passé mon diplôme, j'ai réussi mon diplôme, j'ai fait pendant quelques années, ce métier d'ostéopathe qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis aussi de rencontrer des gens formidables. Et malgré tout, je traînais encore cette maladie froide qui était très difficile à vivre. J'ai fini par atterrir, au dire d'une de mes patientes à l'époque, dans le cabinet de Pierre et Valérie Varac à Lyon. Et là, c'est Valérie qui s'est occupée de moi, elle m'a fait un tableau d'une pertinence absolue sur le problème que j'avais. Elle m'a soigné et Valérie Varac m'a guéri. Et ça, je tiens à le dire, elle m'a guéri. J'ai une reconnaissance éternelle pour Pierre et Valérie Varac, que je qualifie d'ailleurs d'être mes parrains professionnels, puisque c'est eux qui m'ont fait découvrir ce formidable outil qui est le Polar 1000 de chez Rionex. Et donc, après, par la suite, je suis rentré dans le monde de la biorésonance. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis le non conventionnel, je l'ai été depuis le début, je le serai jusqu'à la fin, j'en suis à peu près sûr.
Néanmoins, la médecine fait partie de mon cadre familial. Il y a un certain nombre de médecins du côté de mon père, en tout cas. J'ai une sœur aînée qui est docteur en pharmacie et qui a travaillé longtemps en relation avec l'industrie de l'homéopathie. Donc, quelqu'un qui a déjà cette fibre, qui a, je sais, on s'est vu récemment, évidemment, pour l'enterrement de ma grand-mère, on en a reparlé, c'est quelqu'un, ma sœur, qui est brillante dans le domaine de la pharmacologie, mais qui a toujours véhiculé cette espèce de doute sur le fait que finalement, le moléculaire, c'est une chose, l'informationnel en est une autre, l'énergie, c'est encore autre chose. Elle ne conteste aucune de ces trois choses, mais elle n'a pas fait cette synthèse et ce lien que nous pourrons faire dans le cadre de notre métier. J'ai consulté quelques fois sous l'impulsion de mes parents, surtout quand j'étais dans la période Lyme, qui était très douloureuse, des magnétiseurs, des rebouteux, des unicistes. D'ailleurs, j'ai fait une formation d'uniciste par la suite aussi. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que c'était intégré dans le milieu depuis toujours, mais il y avait des sympathies un peu à gauche et à droite comme ça qui pouvaient être des éléments déjà un peu parlants quelque part, oui. Oui, j'ai une histoire. J'ai une histoire que je trouve très belle à raconter. Bon, il y a plein d'histoires. Hein. Un thérapeute dans une carrière pourrait écrire des livres, ce que je fais d'ailleurs en ce moment. Un jour, j'ai un jeune homme d'une vingtaine d'années qui arrive au cabinet, que sa grand-mère a amené. Et ce jeune homme est en mal de vie. Il ne va pas bien. Il est dépressif, on pourrait dire, mais une dépression qui se traduit par des accès violents de colère. Je l'installe sur la table. Donc, quand on installe une personne, on la met un peu en régression, c'est-à-dire qu'elle laisse un peu des choses venir. Il joue en tout cas bien ce jeu. Et je lui dis à un moment, mais vous êtes en colère, jeune homme, contre qui? Et il finit par me dire, je suis en colère contre mon père. Bon, je lui dis, parlez-moi un peu de votre père. Là, ça parle aussi du relationnel du thérapeute, même dans la biorésonance, qui a cette dimension de psy aussi, parfois, il faut le dire. Il me dit, mon père est un militaire de carrière, un type dur, un type incapable de donner de l'affection. Le père est séparé de la mère et vit avec son fils, d'ailleurs. Et je lui dis, mais vous lui reprochez toutes ces choses-là, il n'y a pas d'affection, d'échange père-fils, vous parlez quand même. Et je sens que la situation, elle est compliquée quand même. Hein. Je passe à autre chose, je lui dis, jeune homme, maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Vous avez 22 ans, dites-moi un petit peu ce que vous faites. Et là, je sens le visage qui s'éclaire, qui s'illumine. Je suis maître nageur, sauveteur. C'est génial comme métier. Et je lui dis, ça a l'air de vous plaire, vous m'en parlez. Je lui dis, mais dites-moi, pour devenir maître nageur, sauveteur, quelles sont mes qualités? Quel est le parcours d'études? Moi, je vois beaucoup de jeunes, il y en a qui sont un peu paumés, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Il me dit, bah, écoutez, être nageur sauveteur, d'abord, il faut être jeune, parce qu'il faut une condition physique. Il faut être un excellent nageur, évidemment. Mais il m'a dit aussi, c'est pas que ça. Il faut savoir gérer des ressources, du matériel, il y a une gestion de personnel, il y a le courage. Attention, la mer, l'océan, ça peut être quelque chose de très dangereux. Et il faut pouvoir faire preuve d'autorité, parce que les gens ne se rendent pas compte des fois du danger de l'océan. Enfin, je lui dis d'accord, ok. Il dit, et c'est un combat permanent. Je dis d'accord, très bien. Je lui dis maintenant, dites-moi, jeune homme, quelles sont les qualités d'un soldat? Et là, je sens le nœud qui vient, les deux choses qui viennent se percuter. Et il me dit, ben, ce sont les mêmes. Et je lui dis, alors, vous reprochez à votre père tout ce qu'il n'a pas pu vous donner, parce que ce n'est pas qu'il ne veut pas le donner, c'est qu'il ne peut pas vous le donner. Et vous ne voyez pas toutes les valeurs qu'il vous a transmises et qui, aujourd'hui, remplissent votre vie.
on est généralement, et c'est ce que je lui explique, malade de ce que l'on n'a pas et incapable d'être heureux de ce qu'on nous a donné. J'ai même pas eu besoin d'utiliser une onde, j'ai même pas eu le besoin d'utiliser la moindre information. Ce jeune homme a changé son regard sur son père et a soigné son problème. Comme quoi, c'est bien ce que nous voyons du monde, ce que nous percevons du monde, qui fait le monde. Eh bien, ça, c'est probablement la plus belle histoire, parce que, évidemment, les relations se sont bien arrangées après par la suite. C'est probablement, à mon sens, l'un des plus beaux soins que j'ai eu la chance de réaliser, parce qu'il n'y avait pas d'outil thérapeutique ce jour-là. Il y avait juste changer son regard sur les choses, soigne. Et ça, c'est précisément, je pense, la valeur ajoutée du thérapeute. Elle doit, à mon sens, être à cet endroit-là. Voilà. Alors là, je reprendrai une parole très très sage, un jour que j'ai eue d'un de mes professeurs en école d'ostéopathie, qui s'appelait Bernard Rochat, qui est toujours professeur d'ailleurs, et toujours ostéopathe en exercice. Il nous avait dit ceci. Il nous avait dit, vous savez, les clés de la longévité heureuse, c'est-à-dire vivre vieux et heureux, finalement ne tient pas à tant de choses que ça. Ça tient à l'assiette, donc bien manger, ça tient au sommeil, au lit, bien dormir, profondément, longuement, en respectant ses plages de sommeil, et à l'amour. Celui qui arrive dans son existence à travailler sur lui pour devenir quelqu'un d'aimable, entre guillemets, et d'aimant, parce que ce n'est pas toujours si évident que ça, qui mange bien et qui dort bien, a la clé du bonheur, et du long bonheur. Eh bien, moi, bon, je pense, bon, effectivement, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler Au-delà des 5 blessures, et qui s'appuie sur le roman, l'essai plutôt, initial de Lise Bourbeau, qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et bon, sans vouloir être orgueilleux ni prétentieux, parce que j'ai un immense respect pour Madame Bourbeau, je suis parti de son œuvre pour créer un livre qui va s'appeler Au-delà des 5 blessures. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des 5 blessures? Finalement, tout à l'heure, j'en parlais, c'est en regardant le monde autrement qu'on change le monde. Peut-être que finalement, en regardant la blessure autrement, on peut la guérir. Et c'est quelque chose c'est un livre que je suis en train d'écrire, ça fait déjà 2 ans. Le confinement m'a permis de pratiquement le terminer, donc on arrive au bout. Ça, c'est mon grand projet. Au-delà des 5 blessures, ça va être le livre, l'un des édifices auxquels je tiens le plus, qui est en train de s'achever, donc je suis très heureux. Par ailleurs, je compte continuer de manière très assidue les formations chez Extrao. La première a été un beau succès d'estime, en tout cas pour moi. Je reviens à la musique, hein, avec peut-être quelque chose de nouveau, de la musique informée. Donc, j'ai dans l'idée, j'ai encore pas mis tout ça en place ni au point, mais j'ai dans l'idée peut-être de faire des concerts avec un nouvel instrument sur scène qui sera le Med Plus de Time Weaver. Trouver la possibilité de passer ma musique à travers un champ d'information chez le public. Après tout, pourquoi pas guérir les blessures en direct pendant l'audition de la musique, pourquoi pas. En tout cas, j'essaye de faire mon checker un petit peu dans toutes ces compétences, entre celles du musicien, celles du soignant, et de voir un peu comment finalement on peut créer une plus-value pour l'humanité, comme dirait Spinoza, une plus-value qui nous permettrait à la fois de nous réunir, de revenir à cet état d'union au-delà des unions nationales, des unions d'humanité. Et Dieu sait que
cette épreuve du confinement va, à mon sens, faire tomber le masque de l'individualisme qui était arrivé jusqu'à son niveau d'insupportable. Je crois qu'on ne pouvait pas être allé plus loin. Et revenir à ce principe d'union humaine dans lequel je crois que toutes les compétences seront les bienvenues. Donc, c'est un petit peu toutes mes compétences que j'essaye de mettre à travers ce projet de diffusion artistique et informationnelle. Voilà. Ça, c'est l'autre projet qui attend derrière, peut-être des produits dérivés. Il y a aussi une dessinatrice de bande dessinée ultra talentueuse qui a fait une petite BD sur mon travail dans Kaizen Magazine, qui partirait peut-être sur une adaptation BD de mon livre. Donc, à voir. Il y a beaucoup de choses. Et puis, par ailleurs, j'essaye de rester un compagnon et un papa aussi. Je ne veux pas l'oublier au passage, quand même. Alors, je suis en train de réaliser, alors là, c'est un peu la jungle, c'est un peu ésotérique, c'est un peu tout ça, mais enfin, j'essaie de créer un site internet. C'est pas gagné sur Wix actuellement, mais on peut me joindre sur mon secrétariat pour des rendez-vous plus globalement au 07 77 28 52 12, qui est mon cabinet, hein, le secrétariat de mon cabinet, ou éventuellement m'envoyer un email à cabphilmatza, C-A-B, tout attaché, hein, bien sûr, P-H-I-L-M-A-T-Z-A, @gmail.com. Voilà.